la feuille blanche. Il peut s'agir d'un temps redouté chez les artistes qui font soudainement face à l'impossibilité de commencer ou de poursuivre une œuvre. Chez Lancia, une feuille blanche, c'est avant tout une bénédiction. Et ça, nombreux sont ceux qui à l'époque l'avaient compris. Né d'une feuille blanche. Voici comment Jean Bernardet, ingénieur et journaliste automobile, titrait son article de 1976 sur la Lancia Gamma. Quel ingénieur de l'automobile n'a pas rêvé d'une feuille blanche pour tracer les lignes d'une nouvelle voiture ? Débarrassé du boulet qu'on lui impose sous la forme de réutilisations diverses, le technicien peut œuvrer positivement avec le maximum d'innovations qui apporteront la classe, l'originalité et la conformité à une tradition. En 1976, la feuille blanche, c'est le contraire du pillage technologique et de style dont certaines firmes se contentent de ne retenir que la satisfaction commerciale du profit plus vite arrivé. Sa conclusion sera la suivante: redonnons une feuille blanche aux techniciens de Lancia. Malheureusement, une feuille blanche, c'est sans doute ce qui a manqué le plus à Lancia ces 30 dernières années. L'histoire de Lancia, elle commence avec ce bonhomme, Vincenzo Lancia. Et Vincenzo est né en 1881 dans une famille aisée italienne. Et comme tout fils de bonne famille à cette époque, sa carrière est déjà toute tracée. Ou presque. C'est le schéma classique, son père attend de lui qu'il soit diplômé d'un prestigieux établissement et qu'il occupe plus tard un poste de haut fonctionnaire. En l'occurrence, comptable. Ouais, c'est pas vraiment le métier le plus passionnant du monde, on va pas se mentir. Et ça, le jeune Vincenzo l'avait bien compris. Il avait envie de quelque chose de bien plus palpitant. Et ce quelque chose, eh bien il n'aura pas besoin d'aller le chercher très loin, puisqu'il va le trouver en bas du logement familial à Turin. Dans la cour du bâtiment, il y avait un petit espace où travaillait un certain Giovanni Cerano. Un petit gars dans un atelier qui ne payait pas de mine et qui pourtant va jouer un rôle primordial dans la fondation du géant automobile italien Fiat. Car avec ses frères, Cerano fabriquait ses propres vélos, notamment avec sa marque Well Ice. Ouais, ça fait anglais, mais ça venait bien d'Italie. Et comme vous le savez, à cette époque, il n'y a qu'un pas entre le vélo et la voiture. Et tout ça, ça intéressait énormément Vincenzo. Après avoir obtenu l'autorisation, il laisse tomber les études et rejoint l'entreprise en tant que comptable. Enfin, c'était la seule condition que lui imposait son père. Mais bon, dans les faits, il exprimera davantage son don naturel pour la mécanique. En 1899, Well Ice sort sa toute première automobile. La voiture fait sensation, mais l'étroitesse de leur atelier compliquait sa fabrication et les empêchait de répondre à la demande. Par chance, ce véhicule va attirer l'attention d'un groupe d'aristocrates et d'industriels italiens. Et ces derniers fondent dans la foulée la Fabbrica Italiana Automobili Torino, c'est-à-dire Fiat. Fiat se forme et rachète tout, les brevets, les machines et bien entendu il récupère le personnel. Et voici comment Vincenzo débuta son impressionnante carrière dans l'industrie automobile. Tout ça grâce à un atelier en bas de chez lui, je rappelle. Donc à quelques rues près, on n'aurait sans doute jamais entendu parler de Lancia. Fini la comptabilité, chez Fiat, il est engagé comme pilote d'essai en chef. Et pour se faire un nom sur une scène auto alors grandissante, eh bien la meilleure méthode c'est toujours la même: gagner des courses. En plus de ses talents de mécanicien, Vincenzo est un sacré bon pilote. Il était souvent décrit comme impulsif, audacieux et surtout imbattable tant que sa voiture tenait le coup. Son premier défi sera la course de Padoue en 1900 où il terminera premier de sa catégorie. Au total, en près de 8 ans, il aura participé à 35 courses avec 12 victoires sans compter les 2e et 3e places. Et là, si on fait son CV vite fait, on s'aperçoit qu'il a été comptable, mécanicien et pilote de course pour l'une des plus importantes industries du pays. Autrement dit, il a toutes les compétences requises pour créer sa propre structure. En novembre 1906, toujours à Turin, il ouvre sa propre usine automobile et l'année suivante, il dévoile son tout premier modèle, la 12 chevaux, qui sera rebaptisé plus tard Alfa, en référence à l'alphabet grec, bien entendu. Et pour une première, l'Alfa sera un joli succès, même au-delà des frontières italiennes, puisqu'elle sera exportée en Grande-Bretagne et aux US. Alors ouais, elle va bénéficier de la notoriété de Vincenzo en tant que pilote, mais elle sera également reconnue pour sa qualité de fabrication. Lancia va en construire un peu plus d'une centaine, ce qui est énorme compte tenu de la petite taille de la structure. Et à partir de là,
tout va s'enchaîner. Avec la croissance exponentielle de Fiat, Turin va rapidement devenir l'une des capitales européennes de l'automobile. Donc tout ça, ça va apporter beaucoup de main d'œuvre. L'usine Lancia va s'agrandir, l'équipe aussi, et le nombre de modèles proposés explose. Alors je vais pas faire toute la liste, car en quelques années seulement, ils vont sortir pas loin de 10 modèles différents. Mais le succès est là, notamment avec la Theta, lancée en 1913, qui sera le premier gros succès à l'international de son histoire. Et avec elle, Lancia commence doucement à se forger une réputation de voiture haut de gamme, voire de luxe. Et dans le même temps, ils vont aussi se tourner vers la production d'utilitaires et de camions, notamment militaires. Et étant donné la période, ça va un peu de soi. Bon, pendant le conflit mondial, l'entreprise doit concentrer ses ressources dans l'effort de guerre. Et après celle-ci, Lancia va entrer dans une nouvelle dimension. L'entre-deux-guerres est synonyme d'âge d'or pour Lancia. La marque va accumuler les premières mondiales, ce qui va consolider sa réputation de voiture avant-gardiste et surtout se traduire par de nombreux succès commerciaux. Et ça commence dès 1922 avec la Lambda. C'est la première voiture de l'histoire avec un moteur 4 cylindres en V, première avec des suspensions avant indépendantes et surtout première à posséder une caisse autoportante. Autre petite innovation, le fait que l'arbre de transmission n'est plus sous le plancher mais dans un tunnel prévu à cet effet. Un tunnel de transmission quoi. Cette voiture sera un immense carton, elle restera 9 ans au catalogue, ce qui est très long pour l'époque. Mais en même temps, elle pouvait se le permettre, vu à quel point elle était en avance sur son temps. Elle sera produite à plus de 13 000 exemplaires, dont quasiment la moitié va partir à l'export. C'est juste colossal pour Lancia. Ce qui va contribuer au succès de Lancia à cette période, c'est également l'état du marché et la politique économique du pays. Le marché italien va connaître des évolutions qui vont notamment bénéficier aux entreprises automobiles qui cherchent davantage la qualité plutôt que la quantité. Bon, dans les années 20, la législation avait déjà tendance à être sur la défensive. L'importation de voitures étrangères était lourdement taxée et par exemple, on interdisait à Ford toute production directe en Italie. Et avec la crise de 29, eh bien c'est pire. Mais bon, là c'est toutes les grandes puissances qui vont fermer leur économie. Et à cet instant, par rapport aux autres grandes nations de l'automobile, l'Italie possède une particularité. En termes de diffusion, ils sont nuls à chier. Ils sont à la ramasse par rapport aux Allemands qui eux-mêmes sont à la ramasse par rapport aux Français et aux Britanniques, eux-mêmes à la ramasse par rapport aux Américains. Pour un ouvrier aux États-Unis, quelques mois de salaire suffisaient pour s'acheter une caisse. En Italie, même 2 ans de salaire ne suffisaient pas pour acquérir la bagnole la moins chère du marché. Il faudra attendre le milieu des années 30 pour enfin voir un produit abordable avec la Fiat 500 Topolino. D'ailleurs, Topolino, c'est le nom de Mickey en Italie. The more you know. En plus de ça, l'essence était l'une des plus chères d'Europe. Vous l'aurez compris, en Italie, l'automobile restait globalement un produit de luxe. Donc finalement, il n'y avait pas grand intérêt à faire du volume, surtout si c'est pour concurrencer Fiat qui avait 70-80% de part de marché. Ouais, aux États-Unis, ils auraient déjà été démantelés depuis un bail. Et pour Lancia, cette situation va lui permettre d'être relativement épargné par la crise. Alors ouais, il y avait moins d'exports et ils compenseront en produisant des modèles plus petits et donc moins chers, mais ça reste du haut de gamme, ça reste Lancia. Et justement, à partir des années 30, l'entreprise est très bien installée dans son marché national, celui du haut de gamme. Sur ce segment, Lancia est quasiment dans une situation de monopole. Ses deux principaux concurrents sont Alfa Romeo, mais qui a été sauvé in extremis de la faillite par les autorités italiennes et qui ne produit alors que quelques centaines d'unités par an, et Bianchi, mais qui concentre de plus en plus de ressources à la production d'utilitaires. Crise ou pas crise, plus petite voiture ou pas, ça va pas les empêcher d'innover. Lancia va introduire énormément d'innovations qui, 20-30 ans plus tard, deviendront des standards dans l'industrie. La Augusta, en 1933, première voiture équipée d'une véritable monocoque. Au contraire de la Lambda, ici on a vraiment une seule et même structure qui plus est fermée, à la manière des voitures modernes en fait. Sa remplaçante, l'Aprilia qui sort en 1937, est l'une des premières voitures européennes à bénéficier d'une étude aéro poussée. Vraiment, je pourrais passer des heures à faire le listing de toutes les voitures, de toutes les innovations qu'ils ont introduites pendant cette période. Mais au lieu de ça, et histoire que vous compreniez bien à quel point Lancia c'était les boss,
Voici quelques anecdotes. Les carrossiers, notamment italiens, français et allemands, avaient une préférence pour les Lancia, à tel point que sur les salons automobiles, elle était bien souvent la marque italienne la plus représentée. Les Lancia étaient les voitures préférées des pilotes et des membres de la Scuderia Ferrari. Faut savoir que lorsque tu bossais pour la Scuderia à l'époque, tu disposais de tarifs préférentiels chez Alfa Romeo. Et pourtant, le pilote français René Dreyfus avouera que lui et certains membres de l'équipe préféraient laisser les Alfa au garage pour se rendre aux courses avec une Lancia. En 1933, les garagistes milanais ont essayé de créer un bad buzz autour de Lancia. Pourquoi ? Car du fait qu'elles étaient trop fiables et demandaient peu d'entretien, eh bien elles représentaient un manque à gagner. C'est du même niveau que de se faire traiter de tricheur parce que t'es trop fort sur un jeu. Bref, tout se passe bien, tout va bien, mais arrivé vers la fin des années 30, la période commence à être difficile moralement pour Lancia. Déjà, on sent que la guerre approche, puisqu'ils reçoivent de plus en plus de commandes pour des camions et autres engins militaires. Mais surtout, Vincenzo Lancia meurt le 15 février 1937, victime d'une crise cardiaque. C'est sa femme Adèle qui reprendra l'affaire temporairement, mais elle fera face à un immense problème. Car ce qui fera la qualité des voitures Lancia et le fait qu'elles soient avant-gardistes, c'est d'abord parce que Vincenzo était très bon techniquement et a fortiori exigeant. Pour lui, toute suggestion, tout travail devait avoir du sens, tant d'un point de vue fonctionnel qu'industriel. Derrière, il avait également pour habitude de tester lui-même les voitures. Et grâce à son expérience et ses talents de pilote, eh bien il pouvait déceler ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Donc, quand quelque chose ne lui convenait pas, il fallait que lui ou ses équipes se remettent en question et trouvent une solution. Et c'est avec ce fonctionnement, cette passion et cette discipline que Lancia a su créer sa propre philosophie et se démarquer des autres constructeurs. Qui plus est, avec ses précédentes fonctions de comptable, il a toujours porté un œil attentif à l'aspect économique et financier de son entreprise. Vincenzo était un réel leader charismatique et incontestablement le principal atout de Lancia, mais paradoxalement, l'un de ses plus gros points faibles. Et ouais, car derrière, comment remplacer un patron aussi talentueux et emblématique que lui ? Et ce sera justement la problématique des prochaines décennies. En 1949, c'est le fils de Vincenzo, Gianni Lancia, qui reprend les rênes de l'entreprise. Et son plus grand désir est de laisser une trace dans l'histoire automobile comme l'a précédemment fait son père. Les années 50 marquent alors le retour de Lancia dans le sport auto. Avec sa D24, la marque remporte en 53 la Panamericana et en 54 la Mille Miglia ainsi que la Targa Florio. Cette même année, ils vont également s'engager en Formule 1 avec les redoutables D50. Pendant ce temps, Lancia va introduire certains des plus grands modèles de l'histoire automobile italienne. Et même si Vincenzo n'est plus là, l'esprit d'innovation est toujours présent. La petite Appia sera une référence sur le marché à l'époque, mais surtout l'œuvre de l'ingénieur Vittorio Jano, la sublime Aurelia, un véritable chef-d'œuvre de l'automobile. Première voiture de série motorisée par un V6, première à être équipée de pneus à structure radiale et peut-être la première ou la deuxième, du moins l'une des premières en tout cas, à disposer d'un système transaxle. Pour faire court, transaxle c'est un mot valise composé des termes anglais transmission et axle, et là on réunit ces deux rôles en un seul et même dispositif. Et le résultat se traduit souvent par une bien meilleure tenue de route. Bref, l'Aurelia va très vite devenir une icône et s'illustrera dans certaines compétitions. Bref, techniquement et sportivement, le succès est au rendez-vous. Mais économiquement parlant, Lancia est dans le rouge. La concurrence s'intensifie et malheureusement, la gestion et les finances, c'était pas vraiment le point fort de Gianni. En fait, il faisait face à plusieurs petits problèmes qui vont aggraver la situation financière de l'entreprise. Un sureffectif, la division véhicule industriel qui battait un peu de l'aile, et par rapport aux années 30, une baisse de la productivité et un réseau commercial qui s'est à peine développé. Et surtout, le sport auto, ça coûte cher. L'entreprise est au bord de la faillite, et si le nom Lancia veut perdurer, Gianni doit se résoudre à vendre tous les actifs. Le matériel et les Formule 1 seront vendus à Ferrari en 1955. Qui plus est, Lancia voit son pilote vedette Ascari perdre la vie dans un accident la même année. Comble de l'ironie, Ferrari, du moins son pilote Fangio, remportera le titre l'année suivante avec une version modifiée de la Lancia D50. Et en 1956, Gianni vend l'entreprise à l'homme d'affaires Carlo Pecenti. Carlo Pecenti était un businessman italien qui possédait un vaste empire dans l'industrie du ciment. Ouais,
C'est pas le truc le plus captivant du monde, mais apparemment ça rapporte. Sous sa direction, on aura le droit aux 3 F, la Flaminia, la Fulvia et la Flavia. La Flavia qui était d'ailleurs la première voiture italienne équipée de 4 freins à disque. Mais malheureusement, l'histoire se répète encore et encore. La qualité est là, les succès en compétition sont là, la thune n'est pas là par contre. Déjà la situation économique financière était tendue. Mais en plus de ça, Lancia manquait vraiment de chance. Disons qu'ils vont se faire avoir à 2 reprises. Une première fois à cause d'un appel d'offres de l'OTAN, qu'ils vont perdre de vraiment pas grand chose alors qu'ils avaient investi des millions dans la conception d'un véhicule lourd. Et une deuxième fois avec une commande du gouvernement indonésien, pour la fourniture de 5000 véhicules. Mais un coup d'état renverse le pouvoir en place. Donc, pas de commande finalement. À la limite, ces 2 flops sont anecdotiques par rapport aux vrais problèmes de Lancia. Au tournant des années 60, son rival historique Alfa Romeo a le vent en poupe. L'Italie connaît une crise en 64 car pour lutter contre une importante inflation, le gouvernement tente de contenir la consommation. Mais surtout, la recherche absolue de la qualité mettait en péril les finances de la boîte. De nombreuses pièces étaient encore assemblées à la main et l'ensemble du processus de construction était incroyablement long et coûteux. Même la presse spécialisée à l'époque s'accordait à dire que par rapport à une production de masse imposée par notre société de consommation, les Lancia étaient des voitures trop sophistiquées. Bref, la philosophie de Lancia était une nouvelle fois sur le point de tuer l'entreprise. En automne 1969, Lancia est racheté par une vieille connaissance, Fiat. Il y a autre chose qui a contribué aux difficultés de Lancia sous l'ère Pecenti, c'est encore une fois le manque de leadership. Étant donné tous ses business, Carlo n'était là qu'à temps partiel. Et chez Lancia, il arrivait que le directeur général, que le directeur technique, que le directeur de ceci, cela, tout ce bon monde finissent par s'embrouiller. Mais quelque part, ça avait aussi du bon. Au début des années 60, le directeur technique Antonio Fessia s'oppose totalement à ce que l'entreprise dépense le moindre centime dans le sport auto. Mais il y a un petit gars très rusé qui va trouver une combine. Ce gars, c'est Cesare Fiorio, le fils du directeur de la communication à l'époque. En 63, il fonde avec d'autres pilotes une écurie externe. Cette dernière va avoir tellement de succès que la direction va s'appuyer sur ce service privé pour créer en 1965 la Squadra Corse HF, comme diraient les Italiens. 10 ans après son désengagement, Lancia fait officiellement son retour en compétition. Et avec le soutien financier de Fiat et l'accès aux technologies Ferrari, Lancia va pleinement pouvoir s'exprimer. Le constructeur va connaître quelques succès en endurance, notamment dans le championnat du monde des voitures de sport, mais par-dessus tout, il va marquer à tout jamais l'histoire du rallye. Vraiment, au début des années 70, les planètes s'alignent. Le carrossier Berton, qui ne possédait pas de connexion solide avec le constructeur turinois, décide de prouver sa valeur auprès de la direction en dévoilant le concept Stratos Zero. La direction de Lancia fut tellement impressionnée qu'elle décida de collaborer avec le designer pour concevoir leur prochaine voiture. Mais cette fois-ci, au lieu de créer une voiture pour le grand public et de la transformer pour le rallye, ils allaient faire le contraire. Et bim, la Stratos, la première voiture de l'histoire à être spécialement conçue pour le rallye. La Stratos était un véritable ovni qui allait tout détruire sur son passage. Pendant des années, elle a été la voiture la plus compétitive du plateau. Elle remporte le championnat en 74, 75 et 76 et aurait très bien pu poursuivre cette dynamique. Mais Fiat finira par privilégier ses propres voitures. Quelques années plus tard, en 1982, commence un âge d'or du rallye avec l'introduction de sa nouvelle catégorie phare, le groupe B. Voiture, la diversité, la puissance, le challenge, les sonorités, l'abnégation, l'innocence et surtout la folie. C'est principalement ces mots que l'on retiendra de cette période. Et bien évidemment, Lancia est de la partie et sera acteur d'un duel légendaire avec Audi pour la saison 83.
deux philosophies qui s'opposent. Lancia opte pour une approche simple avec une voiture légère et à propulsion, Audi mise sur la technique avec son système révolutionnaire de transmission intégrale Quattro. La saison est serrée, mais grâce aux ruses de Fiorio et son interprétation du règlement, les Italiens gagnent le championnat avec seulement 2 points d'avance sur les Allemands. Mais Lancia sait qu'utiliser ce genre de stratagème ne peut pas durer. En fin de saison 85, Lancia dévoile sa nouvelle arme, la Delta. Une petite compacte à la base sortie en 79 qui va très vite devenir l'une des bagnoles les plus cool de l'histoire. Sa version routière obtient le titre de voiture européenne de l'année en 1980, mais ça, c'est juste l'apéro. Car la Delta sera tout simplement la reine incontestable du rallye. Et même si fin 86 le groupe B est abandonné au profit du groupe A moins dangereux, eh bien ça ne changera pas grand chose pour Lancia. Car peu importe la réglementation, peu importe l'adversaire, qu'il soit allemand, français, britannique, américain ou japonais, avec la Delta, Lancia sortira quasiment toujours vainqueur. Ils vont gagner encore et encore et encore, année après année. 6 titres constructeurs, 46 victoires en rallye de 1985 jusqu'à sa dernière année sur la piste en 93, soit 9 saisons pour la Delta. Une éternité pour le monde toujours à la pointe qu'est le sport auto. Un palmarès unique au monde qui permet à Lancia d'être encore à ce jour le constructeur le plus titré en WRC avec 10 titres. Et cette merveille était bien heureusement disponible pour le grand public. Elle connaîtra de nombreuses évolutions qui, année après année, vont la rendre davantage bodybuildée, aussi bien esthétiquement que mécaniquement. Mais selon moi, ce qui va également contribuer à écrire sa légende, c'est tout ce qui s'est passé après. Car figurez-vous que la Delta n'avait pas encore débloqué tout son potentiel. Et ouais, la longévité de ce modèle était juste phénoménale. À l'approche de son 15e anniversaire, elle trouvait le moyen d'être une nouvelle fois en avance sur son temps. En 1993 sort ce que certains considèrent comme la Delta ultime, la Iéna. Au-delà de la carrosserie signée Zagato et d'un empattement plus court, il s'agit ni plus ni moins que d'une Delta. L'idée vient d'un distributeur néerlandais, mais malheureusement, il n'y aura jamais véritablement de suite. 25 exemplaires et une occasion ratée de faire ce que Lancia a toujours su faire de mieux, être avant-gardiste. Bah ouais, un coupé sport, 4 roues motrices, avec un design rond un peu futuriste, ça vous rappelle rien? Et ouais, l'Audi TT. Et on était 6 ans avant. Néanmoins, avec la Iéna, on va apprendre une chose très importante. Le sort que lui réserve Fiat. Très souvent, quand on parle du déclin des Lancia, on accuse tout de suite le scandale des bêtas rouillés dans les années 70 au Royaume-Uni. Alors oui, ils ont perdu quelques plumes dans l'histoire, ils ont même déserté le marché britannique après coup, mais en faire la principale source du déclin, c'est faire une analyse bâclée. Déjà parce que la rouille, les Britanniques connaissaient bien, n'est-ce pas British Leyland? Et surtout, c'est oublier tous les succès sportifs et commerciaux des années 80. Et en parlant des années 80, 1986 est une année charnière. Non pas pour Lancia, mais pour Alfa Romeo. Cette année-là, la marque milanaise est en effet rachetée par Fiat. Et il est principalement là le problème. Deux rivaux historiques avec des gènes sportifs sous un seul et même toit, c'était le début d'un interminable match qui s'annonçait. Malheureusement, il s'est avéré que l'arbitre n'était pas vraiment impartial. En l'occurrence, Fiat avait une certaine préférence pour son dernier bébé. Par conséquent, la direction a adopté une nouvelle stratégie pour les départager. Alfa Romeo sera le haut de gamme avec un caractère sportif et Lancia le luxe. Enfin, je dirais plutôt le haut de gamme pépère. A vrai dire, Fiat pensait qu'à cet instant, Alfa possédait plus de reconnaissance en dehors de l'Italie, et a fortiori, un meilleur potentiel marketing. Alors que la réalité, c'est que c'était plutôt l'inverse. Lancia arrivait bien à allier sportivité et raffinement. Mais avec cette nouvelle approche, sa sportivité qui avait pourtant fait sa renommée à l'étranger seront complètement balayées. L'Iéna est le parfait exemple de ce à quoi Lancia ne devait pas se destiner selon Fiat. Et c'est justement ces derniers qui n'ont pas approuvé le projet. Ils ont refusé de vendre des pièces de Delta pour la fabriquer. Ils ont même difficilement donné l'autorisation d'exploiter le nom de Lancia pour cette voiture. L'élégance qui émanait de son style va peu à peu disparaître, et pour l'achever une bonne fois pour toutes, sur le terrain de la qualité et de l'innovation, Lancia va peiner à suivre les standards dictés par ses rivaux allemands. Bref, les années 90 marquent la fin de Lancia aussi bien commercialement
que spirituellement parlant. Pour couronner le tout, à l'approche des années 2000, le groupe Fiat se casse la gueule. Et à partir de là, c'est devenu calme. Très calme chez Lancia. Et je vais pas faire toute la liste des bagnoles parce que ce serait trop long et pas forcément le plus intéressant. Globalement, il y a eu du bon et du moins bon, mais la réalité c'est que par rapport à avant, eh bien ça restait des mauvaises Lancia. Résumé de Lancia depuis 2011, un monospace et une berline qui sont en fait des Chrysler rebadgés, 3-4 ans de carrière à tout casser, un seul modèle dans leur catalogue depuis 2015, l'Ypsilon deuxième génération, c'est-à-dire un modèle sorti en 2011, arrêt des ventes sur le territoire français en 2017, et depuis quelques années maintenant, les Lancia, du moins ceux qu'il en reste, sont uniquement vendus sur le sol italien. Et comble de l'ironie, ces dernières années, selon les périodes, eh bien, Lancia a vendu plus de voitures qu'Alfa Romeo. Vraiment, la gestion des marques chez Fiat, c'est une énigme. Si vous voulez mon avis, je pense que Fiat, quitte à vouloir sacrifier Lancia, aurait dû l'utiliser au moins comme un laboratoire roulant. Ils auraient très bien pu garder l'innovation, les solutions avant-gardistes qui fait partie de l'ADN de Lancia, pour développer, je sais pas, l'hybride, l'électrique, la conduite autonome, peu importe la technologie, mais au moins ça quoi. Et même avec le retour annoncé de Lancia, j'ai toujours du mal à voir où est concrètement sa place dans le groupe Stellantis. J'ai l'impression que c'est même pire qu'avant, parce que là, en plus d'Alfa Romeo, ils vont concurrencer DS, voire Peugeot. Bon, je tire pas de conclusion non plus, parce que je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Bref, fin de vidéo, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez des histoires avec Lancia, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bien évidemment, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça prend 2 petites secondes et à partager aussi. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Donc merci à vous. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires automobiles. Allez, ciao!